On attaque donc cette 5e partie du cours sur les rapports entre l'homme et l'animal, et aujourd'hui, on va se demander, sommes-nous tous parents? Alors dans la vidéo précédente, ce qu'on a essayé d'examiner ensemble, c'est l'idée selon laquelle ce qui séparait l'homme des autres animaux, c'était un mécanisme similaire à celui de l'ethnocentrisme. La conséquence de cette idée, c'est qu'en fait, la séparation entre l'homme et les autres animaux, elle est plutôt dans nos représentations que dans la réalité. Par conséquent, si une critique de l'ethnocentrisme nous permettait de retrouver une communion des représentations entre les nôtres et celles des animaux, de nous représenter notre propre animalité, alors effectivement, on pourrait y envisager une sorte de communauté des anges et affirmer qu'avec les autres animaux, nous sommes tous parents. Mais la thèse qu'on va défendre aujourd'hui, c'est bien plutôt que cette idée d'une parenté universelle, eh bien c'est au mieux une métaphore et au pire une grosse erreur. En effet, les données de la biologie, et en particulier l'étude de la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, montrent que l'idée d'une parenté universelle, elle ne peut pas tenir. Et il y a deux conséquences de cette thèse qui vont nous intéresser. La première de ces deux conséquences, c'est l'idée selon laquelle, eh bien, les relations entre les animaux, on ne peut pas les comprendre d'une manière univoque, uniforme, comme si l'animal c'était un concept bien unifié qui regroupait tout un ensemble de réalités qui étaient identiques, mais qu'au contraire, ce qui caractérise l'animalité, c'est sa diversité. Et la deuxième conséquence qui est intéressante dans cette thèse, c'est qu'on va renouveler la critique de l'anthropocentrisme qui guide notre réflexion depuis le début. Il est donc possible de faire une critique de l'anthropocentrisme qui ne soit pas simplement ciblée sur des représentations, quelque chose qui serait inhérent aux idées pures, mais véritablement en examinant la réalité biologique. Donc ici, peut-être que dans cette vidéo, un des intérêts philosophiques, c'est l'idée selon laquelle il y a une continuité entre l'étude de la culture et l'étude du vivant. Il est remarquable que la notion de parent, eh bien, elle est ambiguë, et on va voir ici qu'on peut la prendre au moins en deux sens. On peut penser que nous sommes tous parents par consanguinité, c'est-à-dire qu'on possède le même sang, et par descendance, on serait donc parents les uns des autres, on remonterait progressivement à une sorte de premier être vivant dont nous serions tous issus. Et la seconde idée de parenté, c'est une parenté par affinité. Nous serions tous parents au sens où nous pourrions entretenir des relations pacifiées, une sorte de communauté des anges, et ça sera ces deux sens de la notion de parent qu'on étudiera successivement avant de tirer des conclusions pour la question qui nous occupe. Et il est vrai qu'on se sert souvent de la théorie de l'évolution de Darwin pour affirmer l'idée selon laquelle, en fait, entre tous les membres du monde animal, il y a une relation de parenté. De près ou de loin, tous les êtres vivants actuels sont descendants de souches plus élémentaires, et ces souches plus élémentaires elles-mêmes sont descendantes de souches antérieures, etc. De sorte que si on remonte de proche en proche les relations de descendance, de parenté entre les êtres vivants, on finirait par trouver toujours nécessairement entre deux espèces, quelles qu'elles soient, des ancêtres communs. Et par conséquent, si on a tous des ancêtres communs, on est en quelque sorte tous cousins. Je suis le cousin du coronavirus, le coronavirus est cousin de l'huître, et par conséquent, je suis d'une manière ou d'une autre le cousin de l'huître. Nous serions donc, par descendance, par hérédité, tous parents. Sauf que si on regarde dans le détail, eh bien la théorie de Darwin, c'est pas vraiment ça qu'elle affirme. Si on regarde dans le détail, en fait, cette idée qu'on est tous parents, elle revient tout simplement à nier l'existence des espèces. C'est en 1859 que Charles Darwin publie la première édition de son livre « De l'origine des espèces ». On peut véritablement considérer ce livre comme initiateur d'une des deux grandes révolutions scientifiques qui ont structuré la science occidentale. La première étant probablement celle opérée par Copernic et Galilée, qui consiste à déplacer l'homme du centre de l'univers pour le faire tourner autour du Soleil. Et Darwin, quant à lui, va déplacer l'homme du centre de la création pour n'en faire qu'un élément d'un buissonnement évolutif qu'on va décrire maintenant. Et pour expliquer la théorie de l'évolution de Darwin, on peut se servir de trois principes. 1. Principe d'hérédité. 2. Principe de variabilité. 3. Principe de sélection naturelle. Le premier des trois principes qui permet de comprendre cette théorie, c'est donc l'hérédité. Et en un sens, c'est probablement le principe le plus intuitif. Il a même donné lieu à un proverbe courant selon lequel les chats ne font pas des chiens. Ce que veut dire ce proverbe, c'est que si on part d'une espèce donnée et on constate effectivement dans la nature l'existence d'espèces différentes, alors par la reproduction, les caractères d'un ascendant vont se transmettre aux descendants.
Donc si on veut, le principe d'hérédité, c'est un principe de conservation. Et il soutient effectivement qu'il y a une continuité, un maintien des propriétés des ascendants à travers la reproduction, de sorte qu'effectivement, il semble empêcher l'apparition d'espèces nouvelles. Okay ? Et tout le problème va être, du coup, s'il y a dans la nature un principe de conservation, comment on fait pour expliquer la transformation des espèces? Ce qui est important de remarquer ici, c'est que ce principe d'hérédité, il est connu depuis longtemps et il a donné naissance, avant Darwin, à une idée intuitive parce que les faits semblent la confirmer en permanence, l'idée intuitive selon laquelle les espèces animales sont éternelles. Effectivement, si les chats ne font pas des chiens, alors le descendant d'un chat conservant les propriétés de son ascendant doit lui-même rester un chat, et ce, etc. à l'infini. Donc l'observation des êtres vivants conduit à formuler ce principe de conservation qui semble indiquer l'idée selon laquelle, eh bien, il n'y a pas de transformation des espèces, mais au contraire, une stabilité cyclique de la nature. Donc derrière ce principe de conservation, qui est bien repris par Darwin, il y a cette idée du caractère cyclique, du caractère répétitif de la nature. Si la nature n'était que conservatrice, si le seul principe dans la reproduction des êtres vivants c'était le principe d'hérédité, alors on aurait effectivement une nature sans histoire. Une nature sans histoire parce qu'il n'y aurait pas d'événement, pas de transformation, les mêmes animaux reproduiraient en permanence, de manière éternelle, les mêmes animaux. Mais tout un tas d'expériences semblent indiquer que ce principe d'hérédité rend mal compte de la réalité. D'abord, les géologues découvrent dans le fond fossile un ensemble d'animaux qui n'existent plus. Mais qui toutefois ont des ressemblances avec les animaux contemporains. D'autre part, si on regarde le mouvement par exemple des plaques tectoniques et le déplacement historique à partir de la géologie, des terres et qu'on regarde les types d'animaux qui se placent sur ces terres, alors on trouve certaines relations de parenté qui indiquent, au moins au sens de ressemblance morphologique, qu'il y a des points communs qui sont quand même assez surprenants. De sorte que plusieurs faits d'observation semblent indiquer que l'hérédité pourrait ne pas rendre compte correctement de l'existence actuelle des espèces et qu'il faut comprendre comment elles ont pu se transformer les unes dans les autres. Ce qui fait obstacle à la reconnaissance du principe d'hérédité comme le seul principe qui permettrait de rendre compte de la succession des êtres vivants, c'est donc un ensemble de relations de parenté entre les êtres vivants. Si on veut avoir un bon résumé de la théorie de l'évolution de Darwin, il est excellent de lire le dernier chapitre de son livre, sa conclusion, dans lequel il en résume toute la teneur. Et sur le problème qu'on est en train de voir, les limites d'une théorie de l'hérédité, il écrit la chose suivante. N'est-il pas étrange qu'un oiseau ayant la forme du pic se nourrisse d'insectes terrestres? Qu'une oie, habitant les terres élevées et ne nageant jamais, ou du moins bien rarement, ait des pieds palmés? Qu'un oiseau semblable au merle plonge et se nourrisse d'insectes subaquatiques? Qu'un pétrel ait des habitudes et une conformation convenable pour la vie d'un pingouin, et ainsi de suite, dans une foule d'autres cas? Ce que ce petit texte revient à soulever, c'est qu'il y a des parentés comportementales, des parentés morphologiques entre des animaux qui pourtant sont séparés factuellement les uns des autres. Et donc ça, c'est un des indicateurs que plusieurs faits, qu'ils soient géologiques ou d'observation, permettent de renforcer de l'idée qu'il y a un deuxième principe à l'œuvre, le principe de variabilité. Ce qui va particulièrement nous intéresser dans le principe de variabilité, c'est qu'il contient une critique assez forte de la notion d'espèce. En effet, s'il y a progressivement, successivement, mais par toutes petites touches, des modifications successives dans les descendances qui se font par la reproduction, alors il semble que l'idée d'une stabilité uniforme des espèces, elle soit fortement remise en question. Un exemple qui permet de très bien montrer ça, c'est l'exemple de la salamandre californienne. L'intérêt particulier de la région de la Californie, c'est qu'elle forme une sorte d'anneau ovale et que cet anneau ovale, ça a été un espace particulier de migration d'un ensemble de salamandres.
Ce qu'on observe dans cette région et dans cette succession de migrations, c'est que progressivement, les salamandres arrivent du nord et descendent des deux côtés de l'anneau jusqu'à se retrouver au sud. Or, progressivement, de chaque côté de la vallée, eh bien, les salamandres peuvent effectivement se modifier. On voit des variations apparaître dans l'espèce de salamandre, et par conséquent, petit à petit, il y a une différenciation, une variation qui s'opère dans ces salamandres. Le point central ici, c'est que, admettons qu'on fasse un découpage relativement grossier progressivement entre 6 salamandres, ok, la première, la seconde à une première étape, et la troisième, la quatrième et la cinquième à une deuxième étape, et la sixième à la fin de l'anneau, là où elle se retrouve. Ce qu'on observe, c'est que la première, avec les salamandres du deuxième niveau, il y a une reproduction qui est féconde. Les salamandres du deuxième niveau avec les salamandres du troisième niveau, la reproduction est tout aussi féconde. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, à une échelle de 2 niveaux, c'est-à-dire la première salamandre avec les salamandres de troisième niveau et les deuxièmes avec celles du dernier niveau, il n'y a pas de reproduction féconde. C'est-à-dire que le phénomène progressif de séparation autour de l'anneau a produit une différenciation d'espèces, mais si on prend tous les échelons intermédiaires, cette différenciation d'espèces n'apparaît pas. On a ici un cas concret scientifique qui permet de faire comprendre le problème philosophique traditionnel des universaux. Ce qu'on appelle un universel, c'est un concept, c'est-à-dire une idée générale, comme par exemple l'idée de salamandre, et cette idée générale, elle comprend un ensemble d'individus qui sont regroupés parce qu'ils ont le même caractère. Ça veut dire que, pour identifier une espèce, il faut parvenir à regrouper l'ensemble des caractéristiques qui sont communs à tous les individus qui appartiennent à cette espèce. Et par conséquent, il faut distinguer la totalité des individus de cette espèce de tous ceux qui ne font pas partie de cette espèce. Un critère classique qui permet de distinguer 2 espèces d'animaux, eh bien, c'est effectivement la capacité à produire une reproduction fertile. Donc on pourrait distinguer 2 espèces de salamandres si l'une et l'autre ne peuvent pas se reproduire de façon féconde, c'est-à-dire s'ils, à la limite, peuvent faire des descendants, mais si leurs descendants, à leur tour, eux, ne peuvent pas faire de descendants nouveaux. Or, le problème que montre ce cas de salamandre, c'est qu'on a un individu qui est capable de se reproduire avec un second, ce second est capable de se reproduire avec un troisième, mais le premier n'est pas capable de se reproduire avec le troisième. Par conséquent, on a des individus qui à la fois appartiennent à la même espèce, parce que par degrés ils peuvent se reproduire entre eux, et en même temps n'appartiennent pas à la même espèce, puisque précisément avec un échelon de sauté, eh bien ils ne peuvent pas se reproduire entre eux de façon féconde. Donc il y a effectivement dans le principe de variabilité l'idée selon laquelle il n'y a pas véritablement, objectivement, naturellement, d'espèces distinctes. Et par conséquent, quand on distingue des espèces, eh bien c'est plutôt un concept produit par l'être humain, par une sorte de réduction, de simplification de la nature, pour les besoins de classification qui sont les nôtres. Mais l'espèce, l'universel, le concept de salamandre n'a pas d'existence réelle. La solution que donne donc le principe de variabilité à la question des universaux revient à dire qu'en fait, les concepts n'existent pas dans la nature, les concepts existent dans l'esprit humain seulement. Par conséquent, s'il y avait véritablement une variabilité constante, permanente entre tous les êtres vivants, eh bien on pourrait effectivement dire « nous sommes tous parents ». Parce qu'il n'y aurait pas de démarcation stricte entre les espèces, de sorte que, de près ou de loin, nous serions effectivement tous descendants les uns des autres, sans qu'il y ait à aucun moment de rupture, de discontinuité stricte dans la nature qui nous séparerait. Mais ça serait oublié. Le fait naturel de la différence des espèces animales est le troisième principe qui permet de rendre compte, le principe de sélection naturelle. Le troisième principe de la théorie de l'évolution de Darwin, c'est donc le principe de sélection naturelle. Et ce principe de sélection naturelle, il stipule qu'il y a une pression de l'environnement complètement indépendante des efforts que peut faire un individu, un organisme quelconque, qui va empêcher certains des individus, par suppression, par extinction, en fait pour être exact, de se reproduire. Et c'est la suppression de la chaîne de reproduction, la suppression de l'hérédité qui va produire dans le monde vivant des discontinuités. Le principe de sélection naturelle, c'est donc, on peut le dire comme ça, un principe de discontinuité. On peut souvent l'expliquer en utilisant un exemple classique qui est celui de la phalène du bouleau.
La phalène du bouleau, c'est un petit papillon qui existe dans énormément d'endroits sur Terre, mais qui en particulier nous intéresse parce qu'il s'est trouvé pendant le 19e siècle dans les villes industrielles en Angleterre, et notamment celle de Manchester. Dans la ville de Manchester, il y a des bouleaux, et il y a ce petit papillon blanc qui a quelques taches noires qui s'appelle la phalène du bouleau. La particularité de cette zone de Manchester, c'est qu'elle est extrêmement industrialisée et que par conséquent, les retombées des cheminées des usines produisaient un noircissement des bouleaux. Et par conséquent, le bouleau devenant noir, eh bien les phalènes qui avaient cet avantage adaptatif d'être blancs sur un bouleau blanc, raison pour laquelle on les appelle phalènes du bouleau, se sont retrouvées justement désadaptées dans une position dangereuse parce qu'elles se posent sur des bouleaux qui étaient devenus noirs. Par conséquent, elles sont rendues par un mécanisme naturel dû à l'environnement, elles n'y peuvent strictement rien, elles sont rendues plus visibles pour leur proie, les oiseaux. Par conséquent, ce qui se passe dans ce contexte-là, c'est que les phalènes qui étaient les plus noires sont restées vivantes et n'ont pas été mangées par les oiseaux, alors que les phalènes qui étaient les plus blanches, devenues plus visibles à cause des retombées de charbon, sont effectivement mangées par les oiseaux. Et par conséquent, par ce mécanisme de pression environnementale qui implique deux facteurs, le noircissement des arbres et la pression de prédation des oiseaux, implique que c'est les phalènes noires qui se sont distinguées et qui ont subsisté à cet endroit-là. Donc ici, on a un ensemble de mécanismes qui met en jeu parfaitement le fonctionnement de la théorie de l'évolution de Darwin. Cette pression de sélection fait que ne reste qu'une partie des phalènes du bouleau et donc que disparaissent les phalènes qui étaient blanches. Et les phalènes noires se sont distinguées comme une espèce nouvelle, et donc endémique à la région de Manchester, précisément du fait de cette pression de sélection. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette pression de sélection, elle a deux effets. D'une part, elle empêche certaines espèces de se réaliser, soit parce qu'elles sont tuées par leur environnement, soit parce qu'elles ne se reproduisent pas, et dans les deux cas en tout cas, parce qu'elles n'ont pas de descendance fertile. Ce qui fait que cette ligne évolutive, qui est rendue possible par la variation, elle n'existera pas. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution, la variation constante des individus, le milieu se transforme, et cette transformation du milieu fait que des espèces qui auparavant étaient adaptées à un milieu ne sont plus adaptées. Et que par conséquent, les espèces intermédiaires dans la chaîne évolutive, par la pression de sélection, sont disparues. De sorte que la sélection naturelle, c'est un principe de fragmentation du vivant. Il y a donc, si on met ensemble ces trois mécanismes, un mécanisme de conservation, un mécanisme de diversification et un mécanisme de fragmentation du vivant. Et si on les met ensemble, ce que permet de décrire la théorie de l'évolution de Darwin, c'est ce qu'on va appeler la spéciation. Il est intéressant de remarquer que le mot spéciation désigne un processus et non plus un fait complètement établi. Les espèces, ce ne sont pas des réalités historiques éternelles, ce sont des processus naturels qui se constituent et se déconstituent à mesure des transformations environnementales de ces espèces-là. Par conséquent, si ce qui se passe dans la nature, c'est pas simplement une séparation, une hétérogénéité totale d'espèces constituées une bonne fois pour toutes et totalement éternelles. Mais si c'est pas non plus une sorte de continuité totale permise par une variation degré par degré des individus, mais si ce qui se passe en réalité c'est un processus continu de diversification, de fragmentation des êtres vivants, alors on doit bien remarquer que le fait de parler de parents pour désigner les relations que les êtres vivants ont entre eux, est au moins une description métaphorique extrêmement pauvre. Ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est qu'on bat en brèche l'idée, selon laquelle, entre les animaux, et par exemple l'homme et les autres animaux, il y aurait une différence de nature totale. Il n'y a pas un moment dans l'histoire où l'homme s'est émancipé, s'est arraché de la nature pour devenir une espèce totalement séparée. On voit que dans les lignes évolutives qui sont celles qui conduisent à l'être humain aujourd'hui, eh bien, il y a tout un tas d'étapes et que ces étapes, elles sont progressivement distinguées de manière à construire l'espèce Homo sapiens que nous constituons aujourd'hui. Et donc il n'y a pas de moment de séparation totale, mais en même temps, eh bien, il n'y a bien non plus pas une stricte continuité absolue, parce que le mécanisme des sélections implique une fragmentation qui fait qu'on peut bien parler aujourd'hui d'une espèce humaine. Et donc, la seule manière de décrire la thèse de Darwin ici, c'est d'insister sur cette diversité. Cette continuité dans la différence qui relie les êtres vivants, et donc peut-être d'utiliser une nouvelle métaphore.
Celle qu'utilisent les biologistes, c'est celle du buissonnement. Buissonnement parce que si on décrit les relations de filiation entre les différents êtres vivants, eh ben on peut reconstituer comme un arbre, ok, l'ensemble de l'évolution des espèces. Cet arbre, il s'appelle l'arbre phylogénétique. Phylogénétique parce qu'il décrit la genèse par relation, ok, de chacun de ces êtres vivants. Et un point qui est intéressant de noter, c'est que les branches de cet arbre, elles produisent effectivement une différenciation, une diversification telle que dire que nous sommes tous parents revient à mettre dans un même sac des relations qui sont complètement hétérogènes entre elles. Par conséquent, on ne peut pas admettre l'idée selon laquelle on est simplement tous parents, il y a bien des espèces. Même si c'est vrai que ces espèces, elles sont reliées par une relation complexe extrêmement longue de micro-variations supprimées au cours du temps qui produisent les diverses espèces qui existent aujourd'hui. La deuxième tentative qu'on pourrait faire pour essayer d'affirmer qu'on est tous parents reviendrait à dire oui, certes, bon, il y a des espèces, elles ont une diversification, le mécanisme de spéciation est un processus naturel qu'on doit reconnaître, toutefois, nous avons la possibilité en tant qu'être humain de construire une communauté par nos comportements, d'essayer effectivement de constituer une communion comportementale, une communauté avec les autres animaux. Et contre cette idée un peu courante qui revient à représenter une nature bienveillante où tout le monde serait lié avec tout le monde dans une espèce de joie conviviale, on a souvent tendance à avoir une image de la nature complètement opposée, qui est une nature prédatrice où c'est la compétition qui règne, et par le mécanisme de sélection, on insiste souvent sur l'idée selon laquelle, eh bien effectivement, seuls les plus aptes survivent. Or, si on observe la nature, eh bien on verra que ces deux types de stratégies, la compétition et la coopération, sont en réalité des types de comportements qui existent partout, de manière non linéaire. La théorie de l'évolution, elle explique pas seulement, en effet, les propriétés anatomiques des êtres vivants. Certes, on peut se demander pourquoi tel animal a telle couleur en vertu d'un mécanisme de camouflage, comme la phalène du bouleau, ou alors pourquoi tel oiseau a telle forme du bec dans la mesure où ça lui permet d'aller chercher dans un arbre tel type de nourriture, etc. Donc on peut essayer d'imaginer les adaptations anatomiques des êtres vivants, mais il y a aussi, et c'est moins fréquemment mis en avant, l'idée d'une évolution comportementale. Par conséquent, l'idée selon laquelle on serait tous parents au sens où on aurait des affinités entre nous sur le plan de nos comportements, la capacité qu'on aurait d'être bienveillants et coopératifs les uns avec les autres, c'est aussi un objet qui est traité par la théorie de l'évolution. Alors, puisqu'il s'agit dans notre cas de la question des affinités, des relations comportementales entre les différents êtres vivants, on va s'intéresser à trois types de relations possibles entre les êtres vivants. Admettons comme point de départ qu'on peut catégoriser les relations entre deux espèces vivantes comme soit des rapports de prédation, soit des rapports de coopération, soit des rapports d'indifférence. La prédation est donc un des modes de relation qui existent entre différentes espèces animales et il est assez intéressant de la définir et de la distinguer du parasitisme. On parlera de rapports de prédation entre deux espèces quand les individus de la première tuent en général les individus de la seconde de manière à s'en nourrir. Et ce qui est important dans le rapport de prédation, effectivement, c'est qu'il y a l'acte de tuer l'animal de l'autre espèce. Dans un rapport de parasitisme, au contraire, le parasite a besoin de laisser son hôte survivre. Okay, de sorte que le parasitisme se différencie de la prédation par le fait de laisser son hôte en vie. Pourtant, il est remarquable que dans les deux cas, eh bien, les relations de prédation sont des relations, effectivement. Et c'est pas simplement quelque chose qui va à sens unique, au sens où, si l'ensemble des proies d'un groupe prédateur sont supprimées, alors le groupe prédateur lui-même n'aura plus de quoi se nourrir et par conséquent s'éteindra ensuite. De sorte qu'il y a des coévolutions entre proies et prédateurs qui structurent effectivement ce qu'on appelle un premier élément d'un écosystème. Un exemple de relation entre des espèces qui est de l'ordre de la coopération, c'est ce qu'on appelle le mutualisme. Dans une relation mutualiste entre deux espèces, il y a un bénéfice réciproque de cette relation. On peut donner l'exemple de la relation qui existe entre les fourmis et les pucerons se nourrissant de la sève de certaines plantes produisent dans leur déjection une goutte qui est extrêmement sucrée, qui est bénéfique pour l'alimentation des fourmis et qui en retour protège les fourmis de certains types de prédateurs. C'est aussi le type de relation qu'on a entre le pique-bœuf et le bœuf.
Le pic-bœuf servant de support à la nourriture du pic-bœuf qui vient du coup le débarrasser de ses parasites. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que les organismes de ces deux espèces sont parfaitement adaptés aux avantages que leur donne la présence de l'autre espèce. Et donc on a encore une fois ici des exemples de coévolution où il y a des formes d'interdépendance qui existent, non plus par compétition mais par coopération. Le troisième type de rapport qu'il y a entre des espèces dans un organisme, eh bien c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, en fin de compte, c'est par exemple le gendarme pour l'être humain. Je parle bien de ce petit insecte rouge et noir que l'on trouve partout, parce que il n'est ni dangereux pour nos cultures, et il n'est pas non plus strictement intéressant pour nos pratiques alimentaire par exemple, de sorte qu'il fait partie de notre environnement, mais comme n'étant ni nuisible ni avantageux, il nous est indifférent. Ces trois types de relations entre différentes espèces animales, l'indifférence, la prédation et la coopération, doivent, par leur présence et leur fréquence, nous montrer qu'en fait, l'ensemble des êtres vivants, la diversité des espèces, ne peut pas être considérée simplement par un terme comme la parenté, comme l'affinité. Il n'y a pas de spéciale fraternité entre les êtres vivants, ni non plus de spéciale inimitié entre les êtres vivants, il y a bien plutôt une immense diversité, complexité des rapports interspécifiques qui doit nous conduire à mettre en question les images un peu naïves de la représentation qu'on a des animaux. En général, quand on dit qu'il y a dans la nature une compétition systématique, eh bien ça sert à alimenter une certaine image de l'être humain. Comme par exemple dans l'argument qui consiste à dire, eh bien regarde, tous les animaux se mangent entre eux, il y a une chaîne alimentaire qui est une prédation universelle, par conséquent il est justifié que les êtres humains mangent des animaux. Ou au contraire, on peut se servir de l'image d'Épinal contraire qui consiste à dire qu'il y a dans la nature une symbiose universelle, une parenté entre tous les êtres vivants qui doit faire que l'être humain justement est exemplaire de ce point de vue-là et qui doit s'abstenir de consommer ou alors qui doit prendre soin des autres êtres vivants. Donc l'image que l'on retient est souvent arbitraire et elle est constituée arbitrairement pour donner une vision de l'être humain. Au contraire donc de ces formes d'idéologie, on aurait raison de promouvoir encore une fois la diversité, la complexité et la richesse des relations entre les espèces vivantes. Alors si ce qui caractérise l'animalité, bien plutôt qu'une sorte de prédation universelle ou alors de communauté angélique, c'est une extrême complexité et un processus de diversification, on peut se demander quelle est la place de l'homme dans cette complexité. Il est remarquable qu'on a souvent tendance à donner encore une fois à l'être humain, par une lecture un peu rapide de la théorie de l'évolution, une place comme étant au terme, à la fin du processus évolutif, et on dit que l'homme, par exemple, est une créature plus aboutie, plus complexe, plus riche que les autres, qu'il serait à la fin du processus d'évolution. Cette conception courante selon laquelle l'être humain il serait au terme, à la fin, au summum de la complexité de l'évolution des espèces, eh bien on doit tout de suite arriver à la critiquer car c'est probablement l'objet définitif de l'ensemble de ce cours. La représentation de l'homme comme encore une fois extérieur, au-dessus du reste de l'animalité. Ce que nous apprend bien plus tôt la théorie de l'évolution de Darwin, c'est qu'on devrait arrêter de dire l'homme et l'animal, comme s'il y avait dans cette conjonction une séparation. On devrait bien plutôt parler de l'homme et des autres animaux, reconnaissant par là que l'homme est lui-même un animal, et un animal comme les autres. Dans L'éventail du vivant, Stephen Jay Gould défend l'idée selon laquelle essayer de considérer l'être humain comme étant l'aboutissement, le sommet, la fin du processus d'évolution est une erreur de conception. Une erreur de conception à 2 points. Sur le premier point qui consiste à mal comprendre le principe de variation dans la théorie de l'évolution de Darwin, et le second point qui revient à avoir une vue partielle, anthropocentrée de l'ensemble des êtres vivants. La première critique qu'il fait, c'est effectivement de dire que le principe de variation, c'est pas quelque chose qui dépend d'un accroissement de force, d'une intention qui était placée au préalable, mais simplement un processus hasardeux. Effectivement, ce qui fait qu'une espèce ou qu'un individu se détache un peu de ses ascendants par un processus de variation continue, c'est un mécanisme qui a trait au pur hasard. C'est-à-dire que tous les efforts d'un individu ne permettront pas de transmettre les caractères qu'il aura acquis pendant sa vie. Dans la théorie de l'évolution de Darwin, un apport important, effectivement, c'est l'idée selon laquelle il n'y a pas d'hérité
d'hérédité, des caractères acquis. Et s'il n'y a pas d'hérédité des caractères acquis, alors on ne peut pas avoir une intention de progrès qui permettrait de décrire la finalité vers laquelle l'ensemble de la vie se dirige. S'il n'y a pas de finalité, il n'y a donc pas de progrès du vivant. Simplement un ensemble complexe de mutations aléatoires. Et la deuxième idée revient à dire que les êtres humains sont plus complexes en les comparant en fait aux autres êtres vivants qui sont le plus fréquemment autour de nous. C'est ce que appelle Jay Gould l'aile droite de l'évolution. Et dans cette aile droite, on trouve effectivement l'ensemble des animaux et l'ensemble des végétaux, c'est-à-dire la macrofaune et la macroflore. Et on oublie tout le temps les microbes, et en particulier les bactéries. L'éventail du vivant, c'est un bouquin qui est écrit en particulier pour parler des bactéries et de l'immense diversité et complexité qui constitue le monde bactériologique. Il est intéressant de remarquer à cet égard que une grande partie de ce qui permet à notre organisme de fonctionner, c'est l'ensemble des bactéries qui constituent par exemple notre flore intestinale. De sorte qu'il y a une stricte indépendance permanente entre la macrofaune et la microfaune. Et effectivement, ce monde bactériologique, quantitativement, il est beaucoup plus présent, il représente une quantité de la biomasse, c'est-à-dire la masse de toute la vie, qui est supérieure à celle de toute l'aile droite donc, de l'évolution. Par conséquent, s'il y a quelque chose qui devait être placé au sommet de l'évolution, eh bien ça serait pas l'être humain en termes de complexité, mais ça serait les bactéries dans leur diversité et la multiplicité des fonctions qu'elles remplissent à l'égard du reste du vivant. Par conséquent, plutôt que d'essayer de chercher à montrer que l'être humain est à la fin d'une évolution qu'il a construit en tant qu'être le plus complexe du monde, on ferait mieux probablement de s'intéresser à la diversité et de prendre acte de cette diversité des vivants en reconnaissant que l'être humain est un animal comme les autres. Ce que ça implique, c'est que l'être humain, il a été produit par le mécanisme de l'évolution qu'on a décrit tout à l'heure, et donc, qu'en tant que tel, il a une anatomie, des régimes de comportement et un ensemble, par exemple, de modes perceptifs, par exemple ses organes d'essence, tout simplement, et aussi de structures intellectuelles qui prédisposent, qui conditionnent le comportement qu'il a et qui conditionnent en particulier la vision qu'il a des autres êtres vivants. En un sens, ce qu'il y a de plus révolutionnaire dans la théorie de l'évolution de Darwin, c'est que si on va jusqu'au bout de cette théorie de l'évolution, il faudra comprendre que la science elle-même, l'intelligence humaine, tout ce qu'on a pu nommer la conscience, tout ce qu'on a pu considérer comme étant exceptionnel à l'être humain, c'est encore une fois un produit de l'évolution des espèces, c'est-à-dire c'est une manifestation de l'animalité de l'homme. Il n'y a donc rien en l'homme qui n'est pas animal. Et une théorie complète du vivant, elle devra rendre compte justement de cette complexité, y compris, mais comme un cas particulier, celle de l'être humain. Une piste qu'on peut trouver dans cette direction, elle est donnée par un auteur qui s'appelle Jacob von Uexküll dans Monde animaux et Monde humain. Ce que montre Jacob von Uexküll, c'est que tous les animaux, ils ont évolué de manière à pouvoir avoir un certain système perceptif. Et qu'un organisme vivant, en fait, c'est un métabolisme, c'est-à-dire qu'il ingère des ressources naturelles pour pouvoir se maintenir en vie, pour pouvoir faire fonctionner son organisme, et qu'un des vecteurs du fonctionnement de cet organisme qui caractérise les animaux, c'est le fait qu'ils disposent d'un système perceptif. Or, si on étudie la diversité des systèmes perceptifs qui caractérisent l'ensemble des êtres vivants, on peut accéder au monde animaux. Par exemple, la tique, c'est l'exemple célèbre qu'on donne pour décrire la thèse de von Uexküll, elle a, elle, trois types de stimulants principaux. La tique, c'est un animal, vous le connaissez très bien, qui est parasite. Il se sert du sang des autres mammifères pour se nourrir, de sorte qu'il a besoin de rester en suspension, par exemple sur une herbe haute, ou alors au sommet d'un arbre comme un sapin, et qu'il se laisse tomber sur sa proie de manière à pouvoir trouver un endroit pour pouvoir se nourrir de son sang, se reproduire, retomber une deuxième fois pour pondre des enfants, et effectivement, ça sera son cycle vital. Or, pour répondre à ce monde de la tique, à ce cycle vital de la tique, il n'y a besoin que de trois types de stimulants perceptifs. Premièrement, la tique a besoin d'être sensible
à la chaleur, pour pouvoir identifier sur le corps de sa proie, où se trouve le vaisseau sanguin dont elle va perforer la paroi pour pouvoir s'en nourrir. Donc elle a une perception thermique qui s'apparente à un sens du toucher. Le deuxième, quand elle est suspendue sur une herbe et que se passe en dessous d'elle un mammifère, eh bien elle a besoin de percevoir le passage de ce mammifère. Et pour ce faire, elle utilise quelque chose qui est comparable à l'odorat, qui est une forme de perception des phéromones, et elle ressent un type d'acide qui est véhiculé par l'odeur de sueur des mammifères, c'est l'acide butyrique. Et effectivement, la tique, elle sent cette odeur, et lorsqu'elle sent, elle lâche la prise qu'elle avait sur l'arbre et sur le végétal sur lequel elle se trouvait, de manière à pouvoir tomber sur l'être vivant. Enfin, elle a besoin d'un sens tactile pour pouvoir se repérer, se frayer un chemin entre les poils du mammifère sur lequel elle se trouve. Et donc, le monde de la tique, il pourrait être décrit de la manière suivante, comme une combinaison de chaleur et de fraîcheur, d'absence et de présence de cette odeur particulière qu'est la sueur des mammifères, et du toucher que désignent effectivement les poils et l'ensemble des obstacles qu'elle rencontre sur son chemin. Voilà le monde de la tique. Autrement dit, si on analyse le système perceptif d'un animal comme le produit de son évolution, alors on pourra considérer que ce qui caractérise un animal, c'est pas qu'il est parent avec tous les autres, c'est qu'il a un monde qui lui est propre. Ce monde, c'est la manière dont son organisme prélève sur son milieu un ensemble de caractéristiques qui sont pertinents pour lui. Et à cet égard, l'homme obéit exactement à cette règle. Et à cet égard, l'homme est soumis à la même enseigne. Effectivement, nous avons des organes perceptifs qui nous permettent d'identifier d'une manière qui n'est pas celle de tous les autres animaux, le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire de prélever dans notre milieu un ensemble de caractéristiques perceptives qui sont pertinentes pour nous. Par conséquent, il y a bien un monde de l'être humain qui est un monde particulier. Le monde de l'être humain n'est pas l'univers. Et par conséquent, ce qu'on peut dire en fin de compte, c'est que le monde de l'être humain est un prélèvement particulier sur le milieu commun à tous les autres animaux, de sorte qu'il y a une bonne raison de réduire les prétentions humaines à avoir une connaissance absolue de l'univers pour reconnaître avec une certaine humilité que ces structures intellectuelles et perceptives ne sont qu'une forme particulière de prélèvement sur la réalité qui nous est extérieure, que nous avons en partage avec les autres animaux. Pour conclure, en général, sur ce cours sur l'animal, et sur la question de savoir s'il y a une extériorité entre nous et les autres animaux, c'est-à-dire de savoir en fin de compte si nous pouvons retrouver notre propre animalité, une manière de répondre, c'est qu'on ne l'a jamais quittée. Nous avons, en tant qu'organismes vivants, en tant qu'animaux, un prélèvement particulier sur l'écosystème que nous partageons avec tous les autres êtres vivants, et ce qui caractérise les vivants, les animaux, c'est en premier lieu leur diversité, plutôt qu'une sorte de poussée, de tension vers l'accomplissement d'une perfection que serait celle que constitue l'être humain. Nous sommes, d'une façon particulière, c'est-à-dire structurés comme une espèce issue du processus de spéciation, des animaux comme les autres.